Et je suis maintenant avec Sarah Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Too Good To Go. Alors vous venez de lever 26 millions d'euros notamment pour vous développer aux États-Unis. On va y revenir. Mais d'abord, moi je voudrais que vous me racontiez comment moins de 5 ans, vous vous êtes imposé en France et même en Europe comme l'appli anti-gaspillage alimentaire. Tout à fait. Du coup, Too Good To Go, ça a été créé il y a 4 ans sur un constat hyper simple qui était que le gaspillage alimentaire est une aberration à la fois économique, écologique et sociale. Et on a voulu apporter une solution très simple à tout le monde pour pouvoir agir contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Du coup, la première solution, c'est vraiment une application très simple qui permet de connecter au bon endroit et au bon moment des commerçants qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont pouvoir aller sauver ces invendus à un prix réduit. Et en fait, pourquoi ça a bien marché? C'est qu'en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc le commerçant, à la fois, va créer de la valeur sur quelque chose qu'il n'en avait pas. Oui, parce qu'il vend un truc qu'il ne pourrait plus vendre. Exactement, qui finirait à la poubelle. Et à la fois, en fait, il y a des utilisateurs qui vont aussi acheter à un prix réduit. Et aujourd'hui, avec toutes les crises économiques qu'on voit, et même globalement, on fait attention à la valeur de la nourriture, les utilisateurs aussi ont un vrai avantage. Et au global, en fait, c'est la planète qui est gagnante. Et vous prenez une commission sur ces paniers-là, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, du coup, on prélève une commission, notamment parce qu'en fait, on veut aller au-delà de l'application et être un mouvement de lutte contre les gaspillages alimentaires. Donc, au-delà de l'application, on veut vraiment avoir des initiatives concrètes qui changent le monde. Donc, par exemple, on a développé en fait un pacte sur les dates de consommation. J'ai vu ça. C'était au mois d'octobre dernier, je crois. Oui, exactement. On l'a lancé en 2019. On a signé avec 50 signataires en janvier 2020. Et on a eu une application concrète en octobre avec des engagements très concrets. Donc, il y avait entre autres, par exemple, une campagne nationale pour vraiment que tous les Français prennent conscience de la différence entre une date limite de consommation et une date à durabilité minimale. Ou, par exemple, de changer sur le packaging pour que ce soit beaucoup plus clair et qu'en fait, parfois, on ne comprend rien aux dates. Ouais. Et là, c'était vraiment d'utiliser ses sens en disant avec des petits pictogrammes, regardez, sentez, goûtez. Donc, quand vous allez chez le boucher et qu'il n'y a pas de packaging, vous n'avez pas de date et vous utilisez vos sens. Donc, c'est un peu donner en fait, des tips à chacun au-delà de l'application pour dire l'application, c'est in fine une fois que le gaspillage a eu lieu. Mais en amont, on veut aider le plus grand nombre en fait, à ne pas gaspiller. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui utilisent votre appli en France, en Europe? Donc, en France, on a 8 millions d'utilisateurs. Donc, on vient de dépasser un peu. Ouais, quand même. C'est énorme. On travaille avec 15 000 commerçants, donc ça couvre vraiment toute la France. Et donc, on est présent dans 14 pays en Europe. Donc, ça fait qu'au total, on a 30 millions d'utilisateurs qui nous ont rejoints sur la lutte contre le gaspillage. Moi, vous dites que ça couvre vraiment toute la France. Moi, j'avais l'impression que ça restait un truc quand même un peu de centre-ville. C'est toujours le cas ou c'est une idée reçue? En fait, non, pour le coup, ça a vraiment commencé au départ, en effet, sur le centre-ville, notamment à Paris et à Lille. Ouais. Mais en fait, très vite, on a aussi signé des accords nationaux, notamment avec la grande distribution, ce qui nous permet en fait d'avoir une offre vraiment partout, parce qu'on a des gros supermarchés qui ne sont absolument pas au centre-ville, mais aussi des industriels. Donc ça, c'est pareil, ils ne vont pas être au centre-ville. Et après, on a vraiment les commerces de bouche de quartier, en effet, de proximité. Et quand vous dites les industriels, ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'en fait, on essaie vraiment d'aller plus loin dans notre lutte contre les gaspillages alimentaires. Et par exemple, au moment des fêtes, on va avoir beaucoup de chocolats qui vont être gaspillés et qui n'auront même pas atteint, par exemple, le supermarché, qui seront restés en fait au niveau de l'industriel. Parce qu'il y a eu un petit défaut de packaging, parce qu'il y a eu trop de production par rapport à ce qui a été commandé par la grande distribution. Et donc, on va aussi en fait aider ces industriels-là à du coup sauver les invendus. Alors, je disais, vous vous attaquez maintenant aux États-Unis. Les États-Unis, alors j'ai lu que c'était les champions du monde. Bon, ça m'a pas tellement étonné, mais du gaspillage alimentaire. 100 kilos jetés par an contre 29 kilos en France. Comment est-ce que vous allez, entre guillemets, les évangéliser à tout ça? Parce que là, il faut changer le mindset, quoi. Bon, on va faire un peu le même modèle que ce qu'on a fait en France. Du coup, on a lancé aux États-Unis en septembre et l'objectif, c'était vraiment de vérifier sur quelques mois si ce qui avait marché en France allait marcher aux États-Unis. Ouais. Donc, notamment d'approcher les commerçants et de voir est-ce qu'ils étaient à l'écoute en fait d'une nouvelle solution. Et oui, ils le sont parce qu'ils n'ont rien d'autre aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vraiment pour eux quelque chose qu'ils voient comme un truc positif. Surtout que les commerçants ont des difficultés financières en ce moment et voient n'importe quelle source de revenus. Et en plus, en ce moment, il y a beaucoup d'à-coups de consommation qui fait qu'on ne sait jamais en fait si on va avoir beaucoup de monde, pas beaucoup de monde dans notre supermarché ou magasin. Donc ça les aide beaucoup. Et après, il y a vraiment toute la dimension de produire du contenu pour intéresser les gens. Donc du coup, c'est vraiment, ça va partir des fruits et légumes de saison ou que faire avec des fans de carottes. Enfin, c'est vraiment des choses très concrètes. Mais en fait, ça connecte vraiment les consommateurs. Il y a des communautés qui se créent. En fait, une des raisons pour lesquelles ça a marché en France, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. À la fois des commerçants et à la fois des utilisateurs. Il y a des communautés sur Facebook qui existent, qui sont Too Good To Go, mais qui ne sont absolument pas créées par nous.
Donc les gens en fait se partagent des bonnes pratiques en disant est-ce que vous connaissez tel magasin, est-ce que vous avez été content de l'expérience, ou j'ai pas été content de tel truc, etc. D'accord. Et en fait ils se partagent des bonnes pratiques. Et ça c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné parce que nous on n'est absolument pas dedans. Et en fait Too Good To Go devient presque un label en disant en fait tous ensemble, on lutte contre les gaspillages alimentaires et ils sont fiers en fait de partager aussi ce qu'ils font au quotidien. Et aux États-Unis, ça peut marcher de se baser uniquement sur le bouche à oreille, où il va falloir aller chercher une stratégie avec, je sais pas, des influenceurs, des représentants plus emblématiques, quoi. Ouais. En fait, ça va faire partie, je pense, de la stratégie. Donc pour l'instant, on a une approche qui est ville. Donc on a lancé New York et Boston. Ouais. Et là, on va aller plus vers Washington, vers Chicago, enfin un peu voilà. Et après, on espère vers la côte est. Mailler le territoire. Exactement. Pour avoir aussi une approche locale. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir aussi, et notamment d'avoir des influenceurs peut-être extrêmement précis, en fait, en tout cas local, pour aussi en fait partager et faire adhérer. Et après, on a une politique aussi d'acquisition qui est vraiment aussi du classique paid sur Instagram, n'importe quoi pour faire connaître. Donc en tout cas, on va se donner les moyens, et c'est aussi pour ça qu'on faisait la levée de fonds, pour se donner les moyens d'aller vite. Parce que les États-Unis, c'est énorme comparé à la France, même si en France aussi... C'est 300 millions de consommateurs. Hein. C'est énorme. Donc du coup, c'est vrai qu'il y aura cette double approche vraiment ville. Et à la fois, on verra si ça prend, ça fera un peu comme en France, où on a eu une approche nationale. On a déjà eu une retombée presse au niveau national aux États-Unis, qu'on était déjà fiers. Donc voilà, c'est comment on continue là-dessus. Alors justement, vous êtes accompagné par Alexandre Mars, auprès de qui vous avez levé une partie des fonds que vous venez de lever. Comment est-ce que lui vous accompagne dans cette démarche-là de conquête des États-Unis? Parce que c'est un marché qu'il connaît bien, je pense. Oui, exactement. Du coup, il a cette double pont entre l'Europe et les États-Unis. Et aussi, en fait, le fonds Bliss, c'est le premier fonds européen à être Bicorp. Parce que nous aussi, on est. Et du coup, on a tous en fait cette volonté d'avoir un impact vraiment, certes économique, mais surtout aussi environnemental, social et de gouvernance. Et là-dessus, en fait, ça fait partie des critères que Bliss demande en fait aux investissements dans lesquels il rentre. Bliss qui est le fonds d'Alexandre Mars, on va recontextualiser. Le fonds d'Alexandre Mars, pour vraiment dire, on veut bien en fait vous aider, mais à certaines conditions. Et notamment, on va vraiment travailler justement sur cette amélioration Bicorp, sur comment être plus dans la diversité, etc. Et c'est vrai que comme il est très présent aux États-Unis, il va forcément nous aider aussi à mieux comprendre ce marché, à connecter aux bonnes personnes. Donc on a vraiment hâte. C'est vrai qu'en France, on voit un mouvement qui est déjà engagé depuis plusieurs années avec plus de bio, plus de local, moins de gaspillage, effectivement. Est-ce qu'aux États-Unis, alors vu de la France, on a l'impression que tout le monde fait pareil, mais est-ce qu'aux États-Unis, ils sont dans la même démarche, dans le même mouvement ? Donc la particularité de la France, et une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup marché, c'est déjà que les Français adorent la nourriture. C'est ça. Mine de rien, en fait, il y a le midi, on pense à ce qu'on mange le soir, etc. C'est vraiment une culture en fait, d'un moment de partage. Et du coup, on a vraiment cette valeur de la nourriture qui est très forte, qui au-delà du sens économique, c'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qu'on aime. Donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi que la France a été le premier pays à légiférer contre les gaspillages alimentaires. Absolument. Donc en 2016, en imposant aux grandes surfaces, notamment de trouver des solutions au gaspillage alimentaire. Donc ça a aidé en fait à remettre ce sujet du gaspillage alimentaire sur la table. Aux États-Unis, on n'y est pas encore là-dessus, mais on va avoir cette même volonté d'essayer de changer aussi au niveau des lois, au niveau des gouvernements, de ce qui est possible de faire. On sait que c'est plus compliqué, mais en fait, on croit vraiment à la coalition d'acteurs. Donc si on n'arrive pas à aller directement au niveau des lois, en fait, on va essayer surtout de rassembler des industriels, de la grande distribution, ou même des associations de commerçants ou des associations de consommateurs. Enfin, c'est vraiment comment on engage plus de gens pour en fait que la voix elle soit plus forte. Ouais, effectivement, c'est un gros défi parce que le fonctionnement est complètement différent. Je pense que le rapport à la nourriture, effectivement, vous avez raison de le mentionner, est différent. Et en même temps, je me dis, c'est un énorme marché. Vous, en France, ça a hyper bien fonctionné. En Europe, ça décolle pas mal aussi. Vous n'avez pas de concurrents aux États-Unis. Personne s'est dit, tiens, regardez ce que font les petits Frenchies, on va faire la même chose chez nous. En fait, il y en a qui ont essayé. Hein. On va pas dire qu'il y en a pas qui ont essayé. Mais c'est vrai qu'après, on a, nous, la chance d'avoir du coup cette technologie qui marche, qui est vraiment pertinente et qui a été testée dans tous les pays. Et on a aussi, du coup, ce poids financier pour ne pas être qu'une application. Et en fait, si des commerçants aujourd'hui nous rejoignent, c'est aussi parce qu'on a un mouvement, parce qu'en fait, on est un partenariat. On va créer du contenu, on va les aider en magasin, on va former leurs employés. Comment ça, vous les aidez en magasin ? On va par exemple proposer de la visibilité en magasin pour expliquer
le gaspillage alimentaire, pour alerter du coup le consommateur qui est face au rayon yaourt, de lui dire si tu vas manger tes yaourts dans les 3 jours, ne va pas chercher celui de derrière où la date de consommation elle est dans 10 jours, alors que là il y en a une devant, si toi tu la prends pas, en fait personne ne la prendra, ça finira à la poubelle. Pareil pour les fruits et légumes, si c'est pour faire une soupe, choisis pas des beaux fruits, on s'en fiche, ils sont bons même s'ils sont moches. Enfin, c'est vraiment les aider comme ça avec des choses que nous on a testées pour vraiment sensibiliser en amont le consommateur. Et du coup c'est vrai qu'on veut vraiment être vu comme un partenaire pour tous les commerçants, donc notamment à travers cette création de contenu. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le contenu, maintenant, toutes les marques, elles sont obligées de le faire, en fait. Je pense à vous, mais il y en a plein d'autres peu importe le secteur, quasiment, elles sont toutes en train de produire des contenus. C'est quoi? C'est que le consommateur, aujourd'hui, il a besoin d'être davantage accompagné qu'avant ou... je pense ou il a besoin que ce soit plus ludique ou je sais pas? Ouais, il y a un peu tout. Je pense qu'il a besoin d'être informé. Donc il y a un souci de transparence qui est quand même assez forte, et notamment sur la nourriture. On a envie d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi on fait ça, etc. Donc on pense vraiment que... Et puis surtout, en fait, la nourriture, ça nous touche au quotidien. Et le confinement, par exemple, on a fait des études, et les Français ont vraiment reconnecté avec la valeur de la nourriture. Ils se sont remis à cuisiner, remis à faire des listes de courses, remis à stocker. Et en fait, du coup, face à ça, on recherche un peu sur Internet, c'est quoi les bonnes pratiques? Et on a envie, en fait, de retrouver justement des bonnes pratiques dans des marques dans lesquelles on a confiance. Et en fait, Too Good To Go, c'est un peu ce label. C'est-à-dire que si des industriels le font sans nous, ils vont se dire, ils essaient de nous vendre quelque chose, là, c'est bizarre. Alors que nous, en tant qu'un peu de label, en fait, on va plus croire, entre guillemets, à ce qu'on dit, que c'est dans le sens où on veut aider la planète, on veut faire les choses bien. Donc c'est vrai que pour ça, nous, en fait, on a vraiment cette obligation de tout le temps proposer du contenu de qualité pour qu'en fait, chacun puisse agir vraiment avec des choses très pragmatiques, très simples et en fait, aimer en tout cas cuisiner et préparer cette nourriture qui finira à la poubelle. Merci beaucoup Sarah Chouraki. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Too Good To Go.